Bonsoir et bienvenue à tous. Dans l'actualité de ce mercredi, un nouveau coup de massue sur l'emploi industriel. Le géant de la sidérurgie ArcelorMittal va supprimer plus de 600 postes en France. La plupart seront délocalisés en Inde. Des dizaines de milliers de fidèles du monde entier convergent vers Rome pour se recueillir devant la dépouille du pape François. Vous verrez comment les cardinaux français se préparent à élire son successeur dans quelques jours. Nos révélations sur le niveau inquiétant des agressions contre les pharmaciens, plus d'une par jour, elles sont en hausse de presque 80% en 5 ans. Dans ce journal également, les chips, reines de l'apéritif et des repas de famille. Nous en mangeons 1 kilo par an et par personne, et pourtant c'est l'un des aliments les plus chers. Enfin, nous irons contempler des animaux sauvages de très près. Grâce aux caméras miniatures dissimulées dans les nids et les terriers, la vie quotidienne des aigles, des chevreuils, des cigognes et des lions n'aura plus de secret pour vous. À l'heure où l'on parle de réarmement industriel, l'annonce faite ce soir par ArcelorMittal jette un froid. Le numéro 2 mondial de la sidérurgie va donc supprimer plus de 600 postes en France. 7 sites sont concernés, dont l'usine de Dunkerque dans le Nord. Sur place, les salariés sont à la fois accablés et stupéfaits. Sébastien Ambert, Jules Bocan et Adrien Voyer. Les salariés des usines de Dunkerque et de Mardic dans le Nord sont ce soir abasourdis. En fin de compte, ils sont en train de signer l'arrêt de mort de nos usines. Les salariés, ils sont pas bien du tout. Psychologiquement, c'est très compliqué. Ils se demandent où ils vont, quel est leur avenir. Dans le local syndical, les visages sont fermés. Tous craignent une délocalisation de la production, notamment en Inde. Mittal a construit un complexe gigantesque qui fait plus d'une fois et demie la taille de ce qu'on a ici. En Inde, ils attendent le feu vert. Le but, c'est d'enlever les grosses industries de l'Europe. Ce soir, la direction d'ArcelorMittal annonce son vaste plan de restructuration. 636 postes supprimés partout en France. 7 sites sont concernés. 177 suppressions, rien qu'à Dunkerque. 39 à Florange. Mais le site le plus durement touché est ici, en Loire-Atlantique. Bassindre. 80 postes seront supprimés sur 342 salariés, soit un quart de l'effectif. On va même à la fermeture d'entreprise d'ici quelques années. Ça, c'est sûr. À ce rythme-là, oui. Quand je suis rentré dans l'entreprise, on était 1600 en 88. Donc, d'année en année, on diminue le personnel. En déplacement en Eure-et-Loire, le ministre de l'Industrie réagit à cette annonce. D'autant que l'État a mis 800 millions d'euros sur la table pour aider ArcelorMittal à décarboner et moderniser le site de Dunkerque. L'État soutient Arcelor si Arcelor investit dans la décarbonation. S'agissant des salariés qui sont concernés par la restructuration, nous serons évidemment extrêmement exigeants vis-à-vis de l'entreprise, comme nous le sommes à chaque fois sur l'accompagnement social, les mesures de reclassement. Mais le plan de décarbonation est gelé depuis plusieurs mois à Dunkerque. La direction d'ArcelorMittal explique subir une baisse de la consommation d'acier au niveau mondial et une perte de compétitivité en Europe par rapport à l'acier chinois. Les syndicats préparent ce soir des actions pour exprimer leur colère dans les jours à venir. ArcelorMittal emploie 7100 salariés en France. Partons à présent à Rome, où des délégations venues de 170 pays affluent vers la basilique Saint-Pierre. Au milieu des hommes et des femmes d'église, de très nombreux anonymes qui attendent de longues heures pour se recueillir devant la dépouille du pape François. Son cercueil a été transféré ce matin à l'intérieur de la plus grande église du monde. Florence de Juvigny, avec sur place Lise Cloy et David Bordier. Le glas et des prières. Une longue procession, les gardes suisses et leurs hallebardes, au pas. Des cardinaux par dizaines, des fidèles par milliers, pour accompagner le pape François jusqu'à la basilique Saint-Pierre. Mon cœur s'est serré à l'idée que c'était la dernière fois qu'on le voyait en public. Le voilà. Chapelet à la main, pas d'estrade funéraire, rupture avec la tradition. À sa demande, le pape repose dans son cercueil. Sobre et proche de ceux venus lui rendre hommage. Un tête-à-tête avec le souverain pontife, 2 minutes par personne. Certains semblent préférer la photo souvenir à la mémoire du moment. Une rencontre intime pour d'autres. C'est une grande tristesse. Et en même temps, je suis heureuse de l'avoir vu.
C'était mon rêve, mais je n'aurais jamais imaginé le voir dans cet état. Le voir comme ça, sans la parole, c'est quelque chose. Mais sa voix restera jamais dans mon esprit. 2 jours avant sa mort, le pape avait envoyé un message à Roberto. Ils se connaissaient depuis 32 ans. Dans son mail, il m'a dit qu'il appréciait le message que je lui avais envoyé. Il m'a dit merci et m'a demandé pardon de ne pas avoir répondu plus tôt. Malgré la chaleur, des fidèles, chaque heure plus nombreux, constatent nos correspondants. Nous sommes à 500 mètres de la basilique Saint-Pierre et regardez, c'est ici que commence la file d'attente. Ces fidèles vont mettre plus de 2 heures pour rejoindre le cercueil du pape François. Eux ont suspendu leur journée de visite à Rome pour cet hommage. Je crois, oui, que c'est vraiment un symbole là, d'être là sur place dans des conditions comme ça. Oui, on ne peut pas faire autrement que de venir. Le public pourra se recueillir pendant 2 jours encore, avant que le cercueil du pape François ne soit fermé vendredi soir. 135 cardinaux électeurs âgés de moins de 80 ans éliront dans une quinzaine de jours le successeur du pape François. Parmi eux, des Français. Comme les autres, ils ont une lourde responsabilité. En coulisses, ils se préparent à cet événement, réfléchissent à leur choix sans avoir le droit d'en parler ouvertement. David Desarrojo, Laura Roudot et Aurore Coulon. Ils sont tous arrivés, ou presque. Les hommes que le monde entier observe sont réunis en congrégation ce soir. Et parmi eux, 8 Français. 5 d'entre eux seulement seront électeurs, les 3 autres ne pourront pas voter. Ce sera le tout premier conclave de 4 prélats. Christophe Pierre, Dominique Mamberti, Monseigneur Aveline, parfois cité comme l'un des favoris. Le voilà arrivé à Rome. On l'aperçoit ici, à l'hommage rendu ce matin au pape François. L'archevêque de Marseille a quitté la France très tard hier, après une nuit blanche, pour transmettre en urgence les affaires courantes de son diocèse. Même précipitation pour le cardinal Bustillo. Lui aussi est arrivé éprouvé. L'évêque d'Ajaccio était en déplacement en Terre Sainte, à Bethléem. Il s'apprêtait à rentrer chez lui, en Corse. J'étais dans l'avion, prêt à décoller, et au moment où on allait décoller, on me téléphone d'ici de Rome pour me dire « le pape est mort ». Les 8 cardinaux séjourneront tous au même endroit, dans ce quartier prisé des prélats français. À l'appel ce soir, il n'en manquera qu'un seul. Le cardinal Barbarin, ancien archevêque de Lyon, aujourd'hui en retrait. Nous l'avons retrouvé dans la région de Rennes, prêt à partir. Lui a déjà vécu 2 conclaves. D'expérience, il sait que les Français seront amenés à se parler, à beaucoup se parler. Là, je vais être avec le cardinal Aveline et Bustillo. C'est assez important de pouvoir parler. Qu'as-tu pensé de l'intervention d'un tel? J'ai été surpris par ce que l'Africain a dit, par ce que l'Américain a dit. Enfin, oui, les uns et les autres, quoi. Même les cardinaux qui, compte tenu de leur âge, ne prendront pas part au vote, auront un rôle clé. Ceux qui ont plus de 80 ans ne sont pas admis à participer au vote, mais de fait, ils ont une expérience plus importante que les jeunes cardinaux. Leur voix est entendue, ce sont des grands sages et on les écoutera. Parmi leurs premiers sujets de conversation, comment redonner à la France son poids au sein de l'Église catholique? Et peut-être, comment peser dans le choix du futur pape? Depuis 2 jours, vous entendez des noms qui, certes, figurent dans le dictionnaire, mais qui ne sont pas d'un usage très courant. Camerlingue, protodiacre, papabilé. Que signifie-t-il précisément? C'est la question en plus de Benoît Cristal, Damien Blondeau et Nicolas Martineau. Des gardes suisses devant la chapelle Sixtine, des cardinaux enfermés pour élire un nouveau pape. Il s'agit du conclave. Cum clave, cela signifie fermé avec une clé. Quelle est l'origine exacte de cette tradition? Historiquement, il ne s'agit pas de protéger les cardinaux contre des influences extérieures, mais de les faire travailler plus vite. En 1270, les Italiens, lassés par plus de 2 ans de tractation, les ont enfermés à clé en les nourrissant au pain et à l'eau. Et cela a marché. Le pape Grégoire X a été élu quelques mois plus tard. À la mort du pape, celui qui assure l'intérim est le camerlingue, littéralement le chef de la chambre. Aujourd'hui, le cardinal Kevin Farrell, il organise aussi le conclave. C'est lui qui est garant des chiffres, il est une sorte de notaire au fond. Parce que s'il compte de travers, vous imaginez, c'est catastrophique, c'est à une voix près. Un papabilé est celui qui est capable de devenir pape.
Un favori donc. Il y a plusieurs papabili, mais comme le dit le dicton, qui entre pape au conclave en sort cardinal, c'est-à-dire que le favori est rarement élu. Le cardinal français Dominique Mamberti, lui, est doyen des cardinaux diacres, le protodiacre, littéralement le premier serviteur. C'est donc lui qui prononcera la phrase « Habemus Papam », nous avons un pape. Et je vous donne rendez-vous samedi matin avec Anne-Claire Coudray pour suivre les funérailles du pape François. Nous serons également à Rome avec Margot Haddad et Darius Rochebin et tous nos envoyés spéciaux. Ce sera bien sûr en direct sur TF1 et LCI. 11 jours après les premières attaques contre des centres pénitentiaires et des surveillants, François Bayrou, accompagné du ministre de la Justice, Gérald Darmanin, et du ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, a visité la prison de Saint-Quentin-Fallavier en Isère. Les auteurs de ces attaques n'ont pas été interpellés, mais la piste d'intimidation de narcotrafiquants est privilégiée. Des représailles menées par des trafiquants de drogue serait aussi à l'origine de l'incendie la nuit dernière d'une vingtaine de véhicules à Thouars, dans les Deux-Sèvres. Ce n'est pas la première fois dans cette commune de 14 000 habitants. Sur place Nicolès et Renan-Hellec. Une voiture en feu, en pleine nuit dans une impasse. Des images tournées par le propriétaire du véhicule. Cet après-midi, cet étudiant est encore marqué par cet acte. C'était la panique, la colère, oui également, mais surtout la panique, parce qu'on n'a jamais fait face à ce genre d'événement, c'est choquant. En tout, plus d'une vingtaine de véhicules ont été incendiés dans plusieurs endroits de la ville. Selon nos informations, il pourrait s'agir de représailles de trafiquants de drogue, suite à des contrôles et à des interpellations menées par les forces de l'ordre. Cette habitante, dont la voiture est détruite, n'est pas surprise. Un point de vente de drogue, en fait, pas très loin. Et les gendarmes, la police, on les voyait circuler depuis quelques jours. Donc ça les a empêchés de faire leur vente et je pense que c'est eux qui se sont vengés. Depuis quelques années, des points de deal ont vu le jour dans le centre. Un nouveau phénomène qui inquiète. Vous pouvez penser qu'il y avait que les grandes villes qui étaient touchées, mais là, non, des petites villes comme nous, tranquilles, ben voilà, on est touchés aussi, quoi. Pourtant, cette commune de 14 000 habitants a investi 100 000 € dans des caméras de surveillance et elle dispose depuis 3 ans d'une police municipale avec 4 agents pour lutter contre la délinquance. C'est un phénomène dans une ville de la taille de Thouars qui n'existait pas il y a 30 ans ou 20 ans, mais qui, comme partout, aujourd'hui commence à se voir, y compris dans les petites communes rurales. Mais en même temps, on ne va pas baisser les bras, on ne va pas laisser faire ce genre de choses. Une enquête a été ouverte pour identifier le ou les responsables de ces incendies. En décembre 2023, la commune avait déjà connu un événement similaire. Une personne avait été arrêtée. Jusqu'où iront les révélations sur Betaram? Hier, dans une interview à Paris Match, la fille de François Bayrou a révélé avoir été rouée de coups par un prêtre lors d'un camp de vacances organisé dans les Pyrénées. Un livre publié demain contient d'autres témoignages tout aussi accablants. Interrogé sur le cas particulier de sa fille, le Premier ministre a réagi aujourd'hui pour la première fois. Gwenaëlle Bellec et Grégoire Willaume. Elle s'appelle Hélène Perlan. À 53 ans, la fille aînée de François Bayrou témoigne à son tour des violences graves subies à Betaram. Elle participait, dit-elle, à un camp d'été organisé par le collège. Elle avait 14 ans. Le père Lartiguet me saisit d'un coup par les cheveux. Il me traîne au sol sur plusieurs mètres et me roue de coups de poing, coups de pied, sur tout le corps. Le contexte, dit-elle dans Paris Match, ce sont aussi les propos du père Lartiguet, décédé depuis. Toi, la fille Bayrou, insolente comme ton père. En photo, ici, avec François Bayrou, Hélène Perlan n'a, dit-elle, jamais parlé de ce passage à tabac. Je suis restée 30 ans dans le silence. Pas une allusion à personne. Mon père, j'ai peut-être voulu le protéger inconsciemment. François Bayrou a réagi tout à l'heure. C'était à l'occasion d'un déplacement du chef du gouvernement dans une prison. En tant que père de famille, ça me poignarde le cœur. Que des dérives de cet ordre aient eu lieu, pour moi, c'est presque insupportable. Mes enfants sont comme la prunelle de mes yeux. On parle de tas de choses, elle n'avait jamais parlé de ça. Alain Esquer, porte-parole des victimes de Betaram, raconte dans un livre comment Hélène Perlan l'a contactée. Elle m'a appelée pour me dire qu'elle attendait justement ce moment pour prendre contact avec moi et pour libérer la parole sur ce que nous avons vécu quand nous étions enfants à Betaram. Pourquoi c'est important? Parce que tout le monde est dans le déni. Dans ce dossier, une plainte a déjà été déposée contre François Bayrou pour non-dénonciation de crimes et délits.
Le Premier ministre sera entendu le 14 mai par la commission d'enquête parlementaire sur Betaram. 4 départements sont toujours ce soir en vigilance orange crue, parmi eux la Dordogne, où le niveau de l'eau baisse lentement depuis 24 heures. Mais dans certaines communes, le pic est intervenu plus tardivement. C'est le cas de Montpont-Ménestérol, près de Bergerac, où la crue est qualifiée d'historique. Antoine Casabonne et Jordi Demory. Dans ce quartier de Montpont-Ménestérol, des maisons encore inondées. 7 habitants scrutent le niveau de l'eau. L'eau était jusqu'en haut là-bas. Donc là, ça s'est descendu depuis ce matin. Ça a dû descendre de 10-15 cm. Ça descend doucement. Oui, c'est vraiment doucement. Et nous, on espère que ça se termine assez vite parce que c'est vrai que c'est assez contraignant. Dans cette commune, le pic de crue est atteint, mais la pluie ralentit le recul de l'eau. Ici, la rue est toujours inondée, entre 10 et 15 cm au-dessus de nos pieds. Le niveau de l'eau a largement diminué depuis ce matin, mais la route est toujours fermée à la circulation. Nous prenons les voies accessibles pour longer la rivière en aval. À Ménez-Plé, le maire fait le tour des maisons sinistrées. Celle-ci est en première ligne. Donc ça y est rentré ce matin, ça y était. Apparemment, ça s'est retiré un petit peu. On va y aller. Elle est rentrée. Il ne fallait pas beaucoup plus pour qu'elle dépasse, qu'elle rentre dans la cuisine. Ces retraités n'avaient jamais vu une crue aussi rapide. C'est-à-dire qu'on se demandait où c'est que ça allait s'arrêter. L'eau s'est infiltrée à l'intérieur. Leur propriétaire nettoie les sols endommagés. Ce revêtement en lino, lui, est détruit. À côté, là, il y a le congélateur, j'ai un frigo, j'ai une gazinière, vous savez, pour l'été, quoi. Alors c'était tout dessous, ça. Donc il a fallu tout sortir. Quelques kilomètres plus loin, la rivière continue de déborder. Il est 17 h, on vient de reprendre la route, toujours en longeant l'île en aval, et on se dirige vers la commune d'Abzac, où le pic de crue n'a pas encore été atteint. Cette manufacture de carton donne directement sur les berges. L'eau continue de s'infiltrer dans la cour. Elle est très haute. Et menace leur stock de carton dans cet entrepôt. C'est le magasin. Il reste encore ce niveau-là à rattraper. On ne perd pas tout parce que vous voyez que les bobines de carton sont empilées les unes sur les autres. Et donc celles du bas, bien sûr, seront mouillées, mais pas toutes les autres. Dans cette commune, le pic de crue est attendu dans la nuit. Mais aucun dégât majeur n'est à prévoir, selon les autorités. Y aura-t-il des trains pour le pont du 8 mai ainsi que pour les semaines suivantes? Plusieurs syndicats de la SNCF ont déposé des préavis de grève qui concernent potentiellement des millions de voyageurs. Dans ce climat d'incertitude, les annulations de billets ont fortement augmenté et dans le même temps, les réservations ont bondi chez les concurrents car l'entreprise n'est plus tout à fait en situation de monopole. Éléonore Paillereau, Florence Couturon et Bérénice Deltato. Erwan préfère ne pas prendre de risques. Plutôt que de voir son trajet Paris-Lyon annulé pour cause de grève la semaine du 5 mai, il reportera son voyage. Souvent, j'évite de voyager quand il y a des mouvements de grève, si j'en ai la possibilité. Sinon, effectivement, on cherche des moyens alternatifs. Ça peut être la voiture, donc c'est un peu dommage. Ça peut être l'avion. Il y a toujours un moyen de se débrouiller. Autre option, prendre quand même le train, mais avec une compagnie concurrente comme Trenitalia ou Renfe. C'est le cas de plus en plus de voyageurs pour le pont du 8 mai, menacé par la grève. Depuis quelques jours, le directeur de ce comparateur de billets observe deux tendances sur sa plateforme, graphique à l'appui, une hausse de 50% des annulations des billets SNCF et une augmentation de 20% des ventes de Paris-Lyon avec Trenitalia. C'est pas la première grève qu'on a sur le train en France et donc les gens, s'ils peuvent, prennent leurs dispositions et soit décalent, donc il y a plus d'annulations que d'habitude, soit reportent sur un autre moyen de transport comme Trenitalia. Des concurrents qui se développent sur certains axes. Paris-Lyon, puis Paris-Marseille dès mi-juin pour Trenitalia et pour l'espagnol Renfe, Lyon-Marseille et Lyon-Montpellier-Perpignan. Un nombre de trains réduit et des itinéraires encore limités. Mais d'ici 2028, d'autres compagnies proposeront des trajets partout en France. Un risque pour la SNCF, selon cette experte. Dans quelques années, quand il y aura d'autres compagnies concurrentes, ou même que les concurrents existants, Renfe et Trenitalia, auront plus de trains, là, ce jour-là, ça fera beaucoup plus mal à la SNCF parce qu'effectivement, on aura des gens qui basculeront d'un train à l'autre. Contactée, la SNCF ne souhaite pas communiquer sur le nombre d'annulations liées au préavis de grève. Les négociations du jour avec les syndicats n'ont pas abouti à un accord. Les discussions se poursuivront encore lundi prochain.
Voici un chiffre que nous vous révélons ce soir en exclusivité. L'an dernier, 536 agressions contre des pharmaciens ont été enregistrées, bien plus qu'une par jour. Plus inquiétant encore, ce chiffre est en hausse de presque 80% en 5 ans. Face à cette violence, des pharmaciens doivent apprendre à gérer des situations de tension extrême. C'est l'enquête de ce 20h, signée Caroline Philippe et Lisa Ducazo. C'est grâce à cette bombe lacrymogène, toujours sur le comptoir, que ce pharmacien parvient à se défendre. Je suis allé face à mon agresseur qui s'était levé et qui allait m'agresser physiquement. Je lui ai mis un coup de bombe et il est sorti immédiatement. C'était il y a 5 mois. Un de ses clients, un habitué, l'a agressé et menacé pour un simple refus de délivrer des médicaments, faute de papier à jour. Il s'est mis à cracher partout sur les présentoirs, sur les vitrines, sur moi. Une agression ordinaire, mais c'est ça qui est grave, c'est que les choses deviennent ordinaires. À peine le temps de s'enfermer pour attendre les gendarmes, 45 minutes dans la peur. Il est resté dehors, mais était toujours très agressif. Et c'est là que les menaces de mort étaient réitérées, les objets dégradés. Voilà, c'était assez violent et long. Dans ce petit village du Gard, comme dans des zones plus urbaines, partout en France, ces agressions se multiplient. Plus 12% l'an dernier, selon nos informations. Il y a 2 semaines, dans cette officine, comme vous le voyez sur ces images de vidéosurveillance, cet homme insulte et menace la pharmacienne titulaire sous le regard médusé des autres clients et de son équipe. Tant que ça reste verbal, c'est pas, je veux dire, trop stressant. Les agressions physiques, là, ça laisse des traces beaucoup plus sérieuses, en fait. Ça nous est arrivé de nous faire braquer avec des pistolets, voilà. Pour protéger au maximum ses employés, cette pharmacienne en est même venue à réfléchir à la sécurisation du bâtiment pour créer un sas anti-agression. Donc nous, on arrive du parking souterrain par cette porte. Et en fait, cette zone-là, elle est fermée, il y a un digicode. On se dit toujours que quelqu'un à qui on a dit non dans la journée, qui s'est un peu énervé, il peut revenir pour nous casser la figure. Face à ces violences, la loi devrait évoluer. Un texte sera examiné début mai au Sénat pour renforcer la sécurité de tous les professionnels de santé, avec notamment un délit d'outrage, comme pour les policiers ou les pompiers. On va demander plus de sévérité sur les peines, des sanctions à la fois pécuniaires, pourquoi pas de mesures d'intérêt de travaux généraux, peut-être aussi des mesures d'éloignement de la pharmacie. Certains pharmaciens se sentent parfois démunis et ils sont de plus en plus nombreux à se former, ici auprès d'un ancien membre d'une unité d'élite de la police nationale. Quand on a 2 personnes, on va pouvoir en calmer une, mais l'autre va renchérir et elles n'ont pas le même système de... Laurent Combalbert leur apprend à gérer ces personnes agressives. Ce sont des outils techniques qui sont des outils de négociateurs, mais qui peuvent tout à fait être transposés dans le monde de la santé. On est assez surpris effectivement qu'on vienne chercher des anciens négociateurs du RAID ou de forces spéciales pour former des professionnels de santé. Malgré la hausse des actes de violence déclarés, seul 1/3 des pharmaciens portent plainte contre leur agresseur. Le mystère dure depuis 3 ans. À Pau, un individu sans doute fétichiste de la lettre U frappe à intervalles réguliers. Il vole cette lettre sur les devantures et les enseignes des magasins. Une dizaine de commerçants en ont fait les frais. Aucun suspect n'a été interpellé. Qui en veut à la 21e lettre de l'alphabet? À coup sûr un hurluberlu. Hortense Villatte et Jean-Vincent Molinier. Il y a une semaine, en ouvrant sa boutique, Valérie Lenoble constate que son enseigne, jusque-là nommée Bulle, n'est plus tout à fait la même. Avec une barre, pareil, il a passé dessous, il a déboîté la lettre et il l'a attrapée. Je pense que même tout seul, c'est faisable. Je suis un peu blasée. La commerçante a porté plainte. Parce qu'il faut marquer le coup. Il faut qu'il sache que derrière, on ne va pas lâcher l'affaire. Sachant qu'on a une caméra qui est vraiment bien située dans l'angle, on ne peut que voir ce qui s'est passé dans cette nuit-là, quoi. Ces vols de lettres U, et uniquement de lettres U, cela fait 3 ans que ça dure à Pau. Une dizaine de commerçants en ont été victimes. Chaque nouveau larcin relance le mystère dans la ville. Qu'est-ce qu'ils font avec? Pourquoi ils prennent des U? Hyper drôle, parce que vraiment voler les U, juste, je me dis, il y a quelqu'un qui va stocker du U chez lui, quoi. Est-ce qu'il a un U dans son prénom? Est-ce qu'on cherche un Ulysse? C'est pas quelqu'un comme moi. Mais je sais pas.
Comment je peux en être sûre? C'est vrai. C'est plein de questions qu'on aimerait comprendre. Et qui sait, voilà, qu'est-ce qu'on peut gagner à prendre des U? C'est aussi la question que se pose Raphaël Descottes. Nous l'avions rencontré en octobre. Il venait de se faire voler un U et de porter plainte. Je me sens amputé, quoi. Depuis, son enseigne a retrouvé de sa superbe, mais le photographe ne décolère pas. Alors oui, le U est revenu quelques temps après. Ça vous a coûté 150 €. Et j'avais porté plainte, mais à ce jour, j'ai pas de nouvelles de la police, j'ai pas de nouvelles de l'enquête. Ouais, ça commence à être souvent. Contacté, le procureur de la République nous a assuré prendre l'affaire très au sérieux. L'enquête suit son cours. Ce n'est pas l'aliment préféré des nutritionnistes avec un U, mais avouons-le, les chips sont associés à des moments agréables et conviviaux. Nous en mangeons en moyenne 1 kg par an et par personne. Notre appétit pour ces tuiles de pommes de terre est insatiable. Notre consommation a augmenté de 42% en 10 ans. Tiffaine Leproux, Kevin Guignou et Taslim Mazouzi viennent tout juste d'ouvrir un paquet pour en percer les secrets. Regardez. Avec elle, vous entamez souvent la symphonie croustillante de l'apéritif. Mais pas seulement, s'ouvrir un paquet de chips, comme le dit Ginette, c'est à toute occasion. Un petit creux, de temps en temps, une envie surtout, voilà. La chips ne s'engloutit plus uniquement au pique-nique dominical, mais à toute heure, apéritif, pause déjeuner, fringale. Si bien que les ventes ont bondi de 42% en 10 ans. Autre raison du succès, le prix. Même s'il est élevé au kilo, en sachet de 125 grammes, les chips restent abordables, 1,30 € en moyenne. Mais surtout, pour vous faire craquer, les rayons débordent de choix. 108 références en moyenne il y a 5 ans, 120 aujourd'hui, et presque tout autant de goûts différents. Du plus classique au plus audacieux, miel moutarde, camembert, huître ou pastis. Bon, moi j'aime pas trop. Donc aujourd'hui, on a 4 produits à déguster. Et pourtant, les équipes de recherche et développement les ont goûtés avant vous. Nous avons pu filmer cette dégustation de nouvelles recettes cet après-midi. J'ai le goût du concombre, moi, qui vient très rapidement. Tous les ans, cette entreprise développe et teste des centaines de saveurs de chips. 3 ou 4 d'entre elles se retrouveront dans les rayons. Au total, ils en ont commercialisé 32. Stratégie, innover en permanence. Si on avait une gamme que de 4 ou 5 produits, on n'arriverait pas à vendre autant de chips que ce qu'on vend. Parce que sur la chips, en plus, aujourd'hui, c'est vraiment... il faut de la nouveauté, il faut du renouvellement. Celles-ci sont fabriquées en France, mais aujourd'hui, encore la moitié des chips du marché sont importées, de Belgique notamment. Alors pour vous conquérir, de petites chipseries, c'est le terme, se développent aussi en misant sur un argument, le local, l'artisanal. On se trouve ici dans notre usine où on transforme les pommes de terre qui proviennent de nos champs. Les pommes de terre sont récoltées à quelques mètres de l'usine. Des chips cuites au chaudron, plus cher, 3 € le sachet, mais les ventes progressent de 15% tous les ans. On a des atouts déjà qui sont le goût. Avec notre cuisson au chaudron, on a vraiment le goût de la pomme de terre. On a l'aspect vraiment local, on est producteur et transformateur, c'est quelque chose qui parle. Un engouement pour la chips qui profite à toute la filière de la pomme de terre. Nous avons produit l'année dernière presque 8 millions de tonnes, l'une des meilleures récoltes en 30 ans. Vous avez bien sûr entendu parler de la taxe lapin qui sera peut-être un jour appliquée aux patients qui oublient de venir chez le médecin sans le prévenir. Chez les restaurateurs, les esthéticiennes, les coiffeurs, les clients qui réservent et ne viennent pas le jour J représentent un manque à gagner de 20% du chiffre d'affaires. Certains professionnels ont trouvé une solution assez efficace. À Angoulême, Anaïs Lefranchu et Christophe Deveau. C'est exactement pour ça. La cliente vient de m'appeler pour me dire qu'elle ne pouvait pas venir parce que son fils a un souci. qu'Audrey demande maintenant un acompte à ses clientes lors de leur prise de rendez-vous. Là, on a la formation. Suite à trop nombreuses annulations de dernière minute, nous vous demandons un acompte de 50% à la prise de rendez-vous. Avant, elle comptait 3 à 4 annulations par jour. Maintenant, c'est 2 à 3 par semaine. Ça paraît anodin pour une cliente, mais ça engendre beaucoup de choses en fait. La société continue à payer les choses, l'électricité continue de tourner, ma salariée va quand même avoir son salaire. Elle est loin d'être la seule confrontée à ce problème. Ce coiffeur procède de la même manière. 4 rendez-vous en moins par semaine pour des balayages ou des rajouts, c'est 800 € de perdus. Alors, pas le choix. S'ils annulent dans le créneau de 24 heures, en fait, ils perdent leur acompte. Miracle, à présent, la majorité des clients honorent le rendez-vous. Très peu d'annulations, parce que du coup, dès qu'on perd son argent, on fait l'effort de trouver une solution pour venir.
Yann fait une exception pour ses clients les plus fidèles ou ceux pour qui l'informatique n'est pas accessible. Beaucoup s'y sont faits, mais la demande d'un acompte n'est pas toujours très bien vue. Moi, je ne vois pas pourquoi je payerais pour quelque chose qui n'a pas déjà été fait. Et en fait, j'ai l'impression de payer pour les autres qui ne sont pas sérieux. Malgré les réticences, les acomptes semblent être la meilleure solution face aux annulations de dernière minute, et ce, dans tous les secteurs. Table de 3 aussi, une table de 3 qui n'est pas venue. Dès la semaine prochaine, Jérôme demandera une avance à ses clients. Dans un restaurant, c'est surprenant. Alors, il opte pour une petite somme pour ne pas les dissuader, simplement les engager. Sur une table de 4, 6, même une table de 2, si je leur demande 10 €, je vois pas où est le problème. Avec une bonne excuse évidemment, les commerçants se montrent compréhensifs. Le but est surtout d'éviter les abus et de changer les mauvaises habitudes. Vous connaissez sans doute cette loi dite SRU. Elle est entrée en vigueur il y a 25 ans et elle oblige les communes importantes à avoir au moins 25% de logements sociaux. En cas de non-respect, de lourdes amendes sont prévues. Le résultat est mitigé. De nombreux élus affirment que ce quota est impossible à atteindre. C'est le focus de ce 20h près de Marseille, signé Anaïs Krout et Marwan Jit. Vivre au milieu de ces paysages provençaux, dignes des cartes postales. Un luxe que certains maires entendent bien préserver, quitte à enfreindre la loi. Construire ici serait une hérésie totale. Chaque année, certaines communes sont épinglées par l'État et doivent payer des amendes records, faute d'avoir suffisamment de logements sociaux. Sur une commune comme celle-là, c'est juste impossible. Focus sur ces élus qui préfèrent mettre la main à la poche plutôt que construire. À Allot, 22 000 habitants. On est ici sur un espace qui est encore très préservé. 60 logements sociaux étaient prévus sur ce terrain, à l'entrée des collines. Mais le maire s'y est fermement opposé. Je veux préserver les terres agricoles de la commune. C'est un choix politique qui est clairement assumé. La commune a un peu plus de 7% de logements sociaux, bien loin des 25% qu'impose la loi. Pour la première fois, l'État veut même reprendre la main sur un terrain communal pour forcer les constructions. Mais le maire fait de la résistance et ça lui coûte cher chaque année. Plus d'1 million d'euros d'amende, un chiffre qui a doublé en 2 ans. Même s'il promet de ne pas augmenter les impôts, c'est tout le budget communal qu'il faut revoir. C'est de l'auto-investissement qui est en moins, mais c'est le montant de ces pénalités, c'est le prix à payer pour conserver notre cadre de vie. Préserver ce cadre de vie, c'est notamment pour ça que le maire a été élu. Dans les rues du centre-ville, sa position est même largement soutenue par les habitants que nous croisons. Je suis venu à Allot pour la tranquillité, pour la propreté, pour le cadre. Je préfère payer la pénalité en fait. Il n'y a pas de place, je veux dire aussi qu'il va construire, je veux dire encore, déjà c'est assez peuplé. Si demain il y a encore plus de monde, ça va faire quoi? Ça va devenir comme Marseille. Vu du ciel, en effet, le contraste saute aux yeux. D'un côté, Allot et ses collines, de l'autre Marseille et des HLM bien visibles. Exemple ici, la Cité de la Marie, 480 appartements tout près d'Allot et de ses villas, avec piscine. C'est Allot, c'est un petit village, et ici c'est une cité quoi. Angélique, qui vit ici depuis 7 ans, en est bien consciente. Ici il n'y a que des bitumes, il y a un peu d'espace vert mais pas énormément. Puis là on voit quand même la forêt, on voit les petites maisons, ici c'est des bâtiments quoi. C'est un quartier ici, et là-bas c'est un beau village. Dans les Bouches-du-Rhône, 55 communes n'ont pas suffisamment de logements sociaux. À une vingtaine de kilomètres de là, au Pen Mirabeau, 1400 logements sociaux font défaut. Et pour ça, le maire doit payer 900 000 € d'amende. Pourtant, il nous dit faire ce qu'il peut pour construire. Si vous voulez, sur une bande de terrain comme ça, vous aurez à la fois des maisons individuelles, vous aurez du logement en bande, puis vous aurez des petits collectifs. Sur cette zone, parmi les 1000 nouveaux logements qui vont sortir de terre, il aimerait faire 400 appartements dans des petites résidences HLM. Sous son mandat, le quota est même passé de 3 à 9%. Mais difficile selon lui de faire davantage. Si on applique le ratio des 25%, ça veut dire qu'en fait, il faudrait créer 6000 logements. Et créer 6000 logements par les temps qui courent, compte tenu de la difficulté de l'accession foncière et de la construction, ce n'est techniquement pas possible. Selon lui, c'est la réglementation qu'il faudrait revoir. La volonté, je l'ai prouvé,
mais pas dans les proportions qui nous sont demandées. La loi SRU devrait être rafraîchie et, je dirais, adaptée aux spécificités de chaque zone. Conséquence, dans ces villes, les demandes de logements sociaux s'accumulent et les délais d'obtention deviennent interminables. Bonjour mes amis, vous allez bien? Ça va et vous? Ça va, merci. Marine a attendu 5 ans avant d'avoir un logement social, un T3 dans la ville d'Allo, d'où elle est originaire. Je suis ici depuis que je suis à l'école primaire et le collège, donc il est vrai que pour moi il était impossible de partir d'ici. Mais on a préféré attendre et pour avoir la bonne nouvelle maintenant, quoi. Une chance, car ces logements sont devenus de moins en moins accessibles. On arrive à un constat où les logements sociaux ne se libèrent plus. Le taux de rotation, je pense, n'a jamais été aussi bas, aussi faible. Actuellement, dans la région, il faudrait plus de 10 ans pour loger tous les demandeurs, alors que 19 dossiers supplémentaires arrivent chaque jour. À l'approche des ponts du mois de mai qui marque le démarrage de la saison touristique, une commune de la Somme doit relever un défi de taille qui rappelle le mythe de Sisyphe. Comme chaque année, il va falloir déplacer 23 000 mètres cubes de galets, l'équivalent de 9 piscines olympiques. Opération indispensable pour protéger le littoral de l'érosion et des marées. À Mers-les-Bains, Guillaume Torel et Léo Lemaître. C'est un va-et-vient incessant. Depuis 10 jours, ces engins multiplient les rotations. En fait, toute la journée, on charge des bennes de cette façon-là. En moyenne, ils font 55 tours dans la journée. Soit plus de 160 rotations par jour pour l'ensemble des véhicules. Et cela attire les curieux. C'est très impressionnant de voir ces engins de terrassement, en fait. Et puis, ils sont quand même nombreux. Chaque année, la mer déplace une grande quantité de galets qui s'agglutinent au nord de la plage. Depuis plus de 20 ans, chaque année, la commune réalise ses travaux. Quand on arrive là, il y a un tas énorme, il y en a plus haut que la digue en béton qu'on voit là-bas. Donc on prend les galets d'un côté, on les remet au sud et on nivelle la plage pour qu'elle soit le plus correcte possible. Cette année, 23 000 mètres cubes de galets sont déplacés, l'équivalent de 9 piscines olympiques. Pendant les travaux, l'accès à la plage est interdit. C'est un inconvénient pour les baigneurs, mais ça fait partie de la protection de la côte. S'il n'y avait pas ces galets, il n'y aurait plus de ville, il n'y aurait plus de front de mer depuis des années. Il y a tellement eu de dégâts, de tempêtes et tout. Je pense que c'est utile, très utile d'aménager des galets pour empêcher la mer d'avancer trop rapidement, disons. Les galets cassent les vagues. Ils sont un rempart naturel contre l'érosion. Ces travaux coûtent chaque année 100 000 €. Sans cela, le littoral de cette commune pourrait être fragilisé. S'il n'était pas fait, au fur et à mesure du temps, la plage se trouverait dégarnie et à la première tempête, l'eau, à certains endroits, passe par-dessus le parapet et vient inonder le cœur de ville. Les travaux seront terminés en fin de semaine, juste avant le début de la saison touristique. Le chiffre est à peine croyable. L'an dernier, 9 millions de téléspectateurs suédois ont regardé en direct la migration assez peu spectaculaire des élans pendant 20 jours. Aujourd'hui, il est possible d'admirer la nature depuis son canapé, en haut d'un nid, devant un terrier ou sur une île bretonne. Des caméras habilement dissimulées nous permettent d'être aux premières loges. Yann Devine et Julien Clouzot. Appelez-les par leur prénom, Jackie et Shadow. Ce couple et leurs aiglons sont suivis en direct, chaque jour, par des dizaines de milliers de personnes. Les gens ont l'impression d'être devant une télé-réalité. C'est leur feuilleton quotidien. 2 caméras sont perchées à 45 mètres de haut dans cette vallée de Californie. 1 million de passionnés sont abonnés à cette chaîne. Ils assistent aux naissances, le nourrissage de jour comme de nuit. On a énormément appris sur les aigles, leurs habitudes au quotidien, comment la femelle domine. Les webcams s'installent un peu partout, dans le monde entier. Dans les réserves naturelles, dans les parcs nationaux, dans les zoos. En France, les habitants de Sarralbe en Moselle se passionnent pour un couple de cigognes, Maurice et Mélodie. On suit la ponte, on suit l'éclosion des œufs. Ces caméras permettent de mieux comprendre la faune sauvage. Ici, dans les Côtes-d'Armor, la Ligue de protection des oiseaux suit depuis 45 ans au quotidien la seule colonie de fous de bassin de France. La caméra, on peut la télécommander. Là, on a la présence d'un couple sur un nid. Les nids sont comptés,
Sont-ils autant occupés d'une année sur l'autre? Les résultats ne sont pas très positifs. Une grosse diminution en l'espace de 20 ans. Entre le changement climatique, les captures accidentelles, tous ces espaces vides, c'est la perte des effectifs qu'on a pu vivre avec la grippe aviaire. 5000 oiseaux sont morts en 2022. Et que celui qui est en mer... Cette meilleure connaissance de l'espèce permet de mieux sensibiliser. C'est à 15 km d'ici et c'est comme si on y était. Ce jour-là, ce sont des élèves d'une classe de CE1, CE2 de Rennes. On a une superbe parade amoureuse là. C'est en direct et c'est pas tous les jours qu'on est en direct. C'est de la technologie qu'on va utiliser pour soulager le travail, pour éviter de gêner les oiseaux. Ce suivi en haute définition est permis grâce à 2 antennes. La caméra, elle est en plein dans la réserve naturelle. Et c'est au sommet de cet endroit-là qu'on trouve un cabanon, quelques panneaux solaires et la caméra. Un outil précieux pour les scientifiques et le public, car il est interdit d'accoster sur l'île Rouzic pendant 6 mois et la période de reproduction. L'observation depuis la mer est complémentaire, mais moins précise. Ne lâchez pas des yeux, ça veut dire qu'il va s'envoler. La faune sauvage fascine aussi de plus en plus de particuliers qui investissent dans des caméras et partagent en ligne leurs images. Voilà, on va longer jusqu'au bois qui est là-bas. Nous sommes dans la campagne normande. Donc, voici une empreinte, là, du chevreuil. Tout l'enjeu, c'est de trouver le bon emplacement. Dans ce cas-là, la caméra elle sera placée juste ici. Ce vidéaste amateur vient tous les 2-3 jours vérifier son matériel, après son travail. Je pense que c'est un sanglier. Les sangliers, les blaireaux, les renards bougent en permanence. La capture de ces vidéos est plus incertaine. Je l'avais jamais vu. En fait, le chevreuil a du velours avant l'apparition des bois et ça le démange. Il se frotte le long des arbres, le long des branches. Jamais j'aurais imaginé, avant d'avoir des pièges photos, qu'il y avait autant de vie animale autour de chez moi. Et même si en quittant les lieux, nous avons un petit aperçu de la vie dans ces bois, un tête-à-tête privilégié comme celui-ci n'aurait jamais été possible sans ces caméras. Ne manquez pas demain, à partir de 7h, la matinale de TF1 avec Maud Descamps et toute son équipe. Tout de suite, la météo d'Evelyne Delia, puis votre série Grey's Anatomy. Demain, à 13h, Marie-Sophie Lacaro. Je vous retrouve à 20h. Excellente soirée à tous. À demain.